Bien. Alors, pour être sérieux, dans la paracha de Korach, il y a, on peut diviser en deux parties l'épisode de cette paracha. Il y a, d'une part, la démarche de Korach avec toute son équipe contre Moshe Rabbeinu. Et il y a de l'autre côté, la Torah nous raconte avec beaucoup de détails comment Moshe, lui, il est atteint et comment il prend la chose. On voit que plusieurs fois dans la Torah, lorsque les Juifs s'élèvent contre Hachem et au passage contre Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans la paracha de Béalotecha que Moshe Rabbeinu, il a pris ça très très dur. Rappelez-vous, on avait fait un cours là-dessus, pas cette année, mais l'année précédente, où on voit que Moshe Rabbeinu, il se met à parler au féminin, à Hachem, parce que lui-même, il est tellement désorienté que il ne sait plus où il en est, et il dit à Hachem, je préfère que tu me tues, moi je ne peux plus supporter de porter ce peuple, etc. Bref. Et voilà que dans la paracha de cette semaine, on va rencontrer à peu près une histoire un peu similaire. La Torah, elle vient et nous dit, voilà, Korach, Datan, Aviram, d'accord, On, Ben Pelet, on réunit 250 personnes, Vaïkahalou al-Moshe ve'al Aaron. Et donc, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Donc, leur démarche, elle est claire. Contre Moshe et Aaron. Vayomro alehem, ils leur disent Rav lachem. Genre, ça suffit. Encore, on en a marre de vous, en d'autres termes. Ok. On n'a pas besoin de vous. Madoua titnasu al ka'al Hashem. Toute l'assemblée est kadosh. Pourquoi on a besoin que vous soyez au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Vaishma Moshe, vaïpo al panav. Moshe, il entend ça, il s'effondre. Ok. Et pour la panav, en fait, ça veut aussi dire qu'il a prié. En tout cas, donc on voit qu'il est atteint. Alors, il s'adresse à Korach et il dit « Ok, Korach, pas de problème, on va voir. Demain, Hachem nous dira qui choisit. Si c'est toi, tant mieux. Si c'est moi, ben, ce sera moi. Ve'aya haïsh asher yifrar Hachem ou akadosh. Ce que Hachem décidera, on acceptera. Ok. Ensuite, il y a une autre négociation. Moshe dit à Korach, mais je ne comprends pas. Déjà, vous êtes les Lévi'im, ça ne vous suffit pas, il vous faut plus, etc. Il fait appeler Datan Vaviram, ils ne veulent pas venir. Alors que Moshe Rabbeinu, il les convoque. Ok, il y a des mots très très durs. Vous avez tout. Bref, Moshe, il se fait vraiment agresser de façon très très violente par tous ces personnages-là. Ok. Alors il va y avoir un espèce de processus où ils vont prendre chacun une pelle, ils vont mettre dedans le kétoret, etc., etc. Et là, la Torah nous dit, Vaïdaber Hachem Moshe ve'al Aaron limor, Hachem, lui aussi, il s'énerve, Ibadelu mitoch haeda azod va chale otam kiraga. Écartez-vous du peuple, je vais tous les détruire. Alors Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils disent non, il y en a un qui a fauté, tu vas tuer tout le peuple. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il dit au peuple juif, écartez-vous de ces gens-là, ok. Donc on sent qu'il va se passer quelque chose de grave. Tout le monde s'écarte, ok. Et la Torah, elle dit, Vedatan va'aviram yatsu, nitzavim petar aolehem, unshehem uvnehem vetapam. Et eux, crânement, comme ça, ils se mettent sur le pas de la porte de leur tente, ok, ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, à ce moment-là, Moshe, il s'adresse à Hachem. Et il lui dit comme ça.
Non, pardon, excuse-moi, il s'adresse au peuple juif. Et il leur dit Bezot tedeun ki Hashem shelachani la sot et kol amasim haele kilo milibi. Maintenant, vous allez savoir que c'est Hachem qui m'a envoyé et c'est pas moi, milibi de mon cœur, littéralement, pas moi qui ai décidé. Comment on va savoir? Alors écoutez bien. Ce sont des psukim connus, nous on en a déjà parlé, mais on va revenir là-dessus. Im kemot, donc c'est Moshe qui parle. Im kemot kol ha'adam yemutun ele. Si ces gens-là meurent comme tous les autres hommes meurent. Ufkudat kol ha'adam ipaked alehem. Et le sort de tous les hommes s'abat sur eux, on va traduire comme ça. Alors, lo Hashem shelachani. Ça voudrait dire que c'est pas Hashem qui m'a envoyé. Ve'im beria ivra Hashem. Et si Hashem il fait une création nouvelle, ou patsta adama et pia, et que la terre ouvre sa bouche, ou bal'a otam, et que elle les avale, eux et tout ce qu'ils possèdent, alors vidatem qui ni atsu anashim aele et Hashem. Alors vous saurez que ces gens-là ont littéralement énervé Hashem. D'accord? Il n'a pas terminé de parler. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Nouvelle création, bravo. C'est-à-dire que qu'est-ce que Moshe a désiré? Il a désiré une intervention de la part d'Hachem unique, qu'il n'y a jamais eu. Et Moshe de le risque qu'il prend. Il dit, qui vont mourir, pas de problème. Mais s'ils meurent normalement, alors je suis un charlatan. Si Hachem il fait une nouvelle création et il les tue avec cette création, en l'occurrence que la terre s'ouvre et qu'elle les avale, alors ça prouve que c'est moi qui suis dans le vrai. Vous comprenez? On apprend de là une chose, et ça va être là le sujet. C'est que Moshe Rabbeinu, ce qui l'intéresse, c'est pas que Korach soit éliminé. C'est pas juste qu'il ne reste que lui. C'est qu'on ait la preuve définitive et pour toujours que Moshe Rabbeinu ne fait qu'exécuter l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, ce que je vous demande de comprendre, on va revenir un peu en arrière. C'est qu'en fait, c'était quoi le sujet? Le sujet, c'était de dire à Moshe, de quel droit tu t'es approprié la direction du peuple juif. Et Moshe, apparemment, il n'a pas su répondre. Il n'a fait que dire, ok, on va demander à Hachem, c'est lui qui va décider. À la fin, il dit, bon, maintenant il va y avoir une preuve. Si c'est comme ça, vous aurez la preuve que c'est moi. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, il cherche à se justifier. C'est grave. Mais c'est même que Dieu lui avait donné au tout début, comme l'examen et avec le lèvre, etc. Ça ne servait pas justement à justifier. Non, alors peut-être qu'eux prétendent que pour les faire sortir d'Égypte, d'accord, c'est Hachem qui l'a envoyé. Mais une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ok, maintenant, laisse quelqu'un qui prend la direction du peuple juif. Qui a dit, c'est toi qui devais continuer. Maintenant, regardez bien. Nous, on connaît l'histoire, d'accord? On se demande d'où vient cette idée à Korach. On est d'accord. Tu as raison, les arguments, ils sont en faveur de Moshe. Mais n'empêche que Moshe, tu vois bien que quoi? Que pour lui, la réponse, elle n'est pas si évidente. Il a besoin qu'il y ait un miracle. C'est quoi un miracle? Une nouvelle création. Comme je vous dis toujours, une intrusion à l'intérieur de la nature pour qu'on sache qu'il avait raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez dit, une nouvelle création. Quelle est cette création? La terre ouvre sa bouche. Vous savez, vous, que la terre, elle avait une bouche? Est-ce que vous saviez? Non? Eh bien, vous aurez dû le savoir. Elle a été créée quand, la bouche? Hein? Des miracles de Rambam. Banash Machot, vendredi après-midi, à la fin de la création du monde. À la fin de la création du monde. Ouais, la Mishnah dans la vote, elle dit 10 choses ont été créées juste avant la création, enfin l'entrée de Shabbat, etc. Il y a le puits de Myria, et il y a la bouche de la terre. D'accord? Maintenant, ce que revendique Moshe, c'est pas que la bouche existe, puisqu'il est convaincu qu'elle existe, mais que la bouche s'ouvre, parce que ça on n'avait jamais vu. D'accord? Et la bouche va s'ouvrir. Pourquoi créer une bouche? Comment? Une bouche, pourquoi la créer si c'est pour tes respirations?
Je vois bien qu'elle l'a ouverte. Ouais, mais si de base, il l'avait créé. Ouais. Normalement, il n'était pas censé créer ça. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle création. De base, il l'avait créé pour qu'elle reste fermée. Alors, c'est quoi ta question? Pourquoi Hachem il a créé une bouche? Ouais. Parce qu'un jour, on va en avoir besoin. Oui, mais de base, elle devait être. Elle devait être créée en cas de besoin. Voilà, il y a eu un besoin. Qui a dit qu'une bouche, faut l'ouvrir tout le temps? Mais là, non, c'est une nouvelle création, justement. De base, elle était censée rester fermée. J'ai pas dit ça. Parce que si c'est une nouvelle création, que là, elle s'ouvre. J'ai pas dit ça. J'ai dit comme ça. La bouche, elle a été créée. La nouveauté, c'est quoi? C'est que cette bouche, d'un coup, elle s'ouvre. Je suis pas en train de calculer est-ce qu'elle a été créée pour rester ouverte, pour rester fermée. Si tu veux, on va le dire un peu différemment. On savait qu'elle existait, on l'avait jamais vue. Maintenant, on va voir cette création. Et c'est comme si l'intention de Moshe, c'était de dire Midbarer adavar les mafréas, c'est rétroactivement, on comprend pourquoi la bouche a été créée. Maintenant, on le comprend. Donc, ça s'appelle que c'est comme si ça avait été créé maintenant. Enfin, c'est juste pour dire que c'est pas vraiment une question. D'accord? Ouais. Chronologiquement, on en est où? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, Ouais. 50 jours, 49 jours, on va dire, à Tel Torah. Après, c'était quoi? La faute de miracle, elle vient d'arriver. Bonne question. Je veux dire, Moshe, il doute de lui parce que ça fait longtemps qu'il est sorti d'Égypte et qu'il ne sait plus si c'est lui ou pas lui. Non, non, pas du tout. Moshe, il doute pas de lui, qu'on soit bien d'accord. Moshe, il sait juste pas comment. Comment répondre? Voilà, comment répondre. Comment se justifier. D'accord? Là, on est dans la traversée du désert. Elle a déjà commencé, on est dans la 2e année, je crois, si je ne me trompe pas. Elle a déjà commencé la traversée du désert. Le problème de Moshe, c'est pas qu'il doute de lui. Le problème de Moshe, c'est comment prouver aux hommes que Moshe, il a sa place. Mais en vérité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce que nous, on va pas pardonner à Korach, c'est quoi? C'est quoi? Et alors? Si moi, je t'allais défier Moshe, on en aurait parlé? On se serait moqué de moi, pas du tout. On aurait dit, ce qu'il veut celui-là. Qui il est? Alors voilà, le problème c'est que Korach, comme il est Korach, c'est pas n'importe qui Korach, et qu'il a des arguments, alors du coup, Moshe Rabbeinu, il est dans une situation où il doit répondre à ses arguments, mais moi, ce que je veux vous expliquer, mes chers amis, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas son rôle de répondre à des arguments pareils. Donc, à quelque part, il le fait un peu sortir de son rôle. Bon, on va voir. On va voir qu'en fait, ce qui est beau dans l'histoire de Korach, et c'est pour ça que j'avance des éléments pour l'instant, c'est que en fait, grâce à Korach, on comprend mieux le rôle de Moshe Rabbeinu. Comment je sais ce que je vous dis? Comment je peux affirmer une chose pareille? Je peux l'affirmer parce que beaucoup plus tard, rappelez-vous, c'est aussi une Gemara qu'on avait citée, dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Kuf Yud, il y a cette fameuse histoire de Rabba bar bar Chana, si je ne me trompe pas. Malheureusement, je n'ai pas le texte sous les yeux. Un jour, il avait traversé le désert, ou Rabbi Chia, je ne sais plus. Il avait traversé le désert avec un guide, un fameux Taïa, un berger, qui n'était pas juif. Et il a dit, tu veux que je te montre tous les lieux par lesquels sont passés tes ancêtres dans le désert? Et Moshe Rabbeinu, il a dit oui. Et il a tout montré. Il lui a montré le Har Sinaï. Vous vous rappelez, il n'avait pas pu approcher du Har Sinaï. Vous savez pourquoi? Vous ne vous rappelez pas pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait autour du Har Sinaï? Allez, un petit effort. Je suis sûr que tu te rappelles, toi. Il a fait des scorpions comment? Il a fait des scorpions blancs qui avaient la taille de... Ils avaient chacun la taille d'un âne. Vous vous rappelez pas? Bon, bref, peu importe. Il a vu des cadavres des fameux géants qui avaient attaqué Israël. Et il avait raconté que sous leur genou, parce qu'il y en a un qui était mort et qui avait son genou replié. Et sous son genou, on pouvait passer à je ne sais pas combien, bref, toute une histoire dans la Gemara. Et à un moment, il arrive, il approche un endroit, et il dit, tu vois là, c'est là que la bouche de la terre a avalé Korach. Ah, incroyable. Et à un moment, le berger il lui dit, chut, écoute. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Quelle voix? Qu'est-ce qu'elles disent, les voix? Moshe émet, Vetorato émet, et la Gemara dit Vehen Badaïn. Et eux, c'est n'importe quoi.
D'accord? Qui parle? Qui parle? Qui dit Moshe Emet Vetorato Emet? Korach. Korach, il est mort. Les enfants, ils sont morts avec. Alors, comment tu as déjà entendu un mort parler, toi? Moi, j'aimerais bien, hein? Non, attendez, on est dans un film de science-fiction, là? Il y a la terre qui s'ouvre, il y a des géants. Ça fait, T'as raison, ça c'est homologué. C'est marqué noir sur blanc. Si t'es pas marqué, je t'aurais pas cru, t'as raison. Mais il n'y a pas marqué que les Korach ils disent qu'aujourd'hui on entend encore sa voix qui dit Moshe Emet Vetorato Emet. Tu veux qu'on lise? On va lire. Peut-être, on va voir. Vatifta haaretz et pia vativla otam vet bateem vet kol adam shel Korach vet kol harechush. Vayirduhem vechol asher lehem chaim sheola. D'accord, donc ils sont tombés vivants dans la tombe. Vatechas alehem haaretz vayovedu mitoch hakal. Bonne réflexion ce que tu dis. En fait, la terre les a recouverts et littéralement, ils ont disparu de l'assemblée. Hein? Ils ont été perdus, c'est pire que déchus. Déchus, c'est qu'ils sont là, mais on leur enlève leur statut. Alors que là, non, perdus, vayovedu. Ok? Alors quoi? Hein? Si, il était avec eux. Mais amis, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Mais attendez, vous entendez ce que vous dites? Ok, quand ils ont été avalés vivants, d'accord? Et quoi, ils sont restés vivants? Et quoi, il y a un monde souterrain là? Il y a l'Atlantis là, je sais pas comment ça s'appelle? Non, Bémet. Sur les Égyptiens, on dit pas, ils ont été avalés vivants et ils ont été déchus. Attends, mais j'ai une question logique. Non, mais Comment c'est possible que quelqu'un reste vivant des centaines d'années, en plus quand il a été englouti par la terre? De quoi vous me parlez? Mais pourquoi vous m'inventez des histoires? Ou à moins que ça vous vienne d'ailleurs, je sais pas moi. Ok? Pourquoi des histoires attirées par les cheveux? pourquoi est-ce que ça me semble absurde alors que si on compare les formulations par exemple avec la mer Rouge, Ouais. la mer Rouge entre guillemets les a avalés, mais là on ne dit pas qu'ils ont été perdus, ils ont été tués. Alors que là, si on veut comparer, il y a une formulation qui est différente. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la bouche les a avalés et ils sont morts? Ils ont été perdus de la communauté. Et ils sont restés vivants. Ce que tu dis, c'est mieux, quoi. Non, je ne dis pas que c'est mieux, je dis qu'il y a une formulation différente, c'est qu'il doit y avoir raison. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts aujourd'hui, mais on pensait qu'au moment où ils ont été avalés, Ah ben, s'ils sont vivants au bout de 500 ans, tu peux dire au bout de 2000 ans aussi, hein. Ça change rien. il y a le Tana qui a entendu d'abord, en tout cas, et si c'était quelques centaines d'années. Non, mais ça c'est selon ce que vous voulez avancer. Moi, je vous ai demandé qui dit Moshe Emet et vous me dites que c'est eux. Peut-être qu'elle est là, peut-être que votre bêtise, elle est là, hein. La terre avec sa bouche, ça y est, elle a ouvert sa bouche, que son épargne. Ouais, ça fait plus de sens que ce qu'il dit. Alors voilà, on va faire un vote. Que vous préférez qu'on dise? Que c'est Korach et ses sbires qui sont encore en train de parler? Ou alors, que quoi? Qu'on nous raconte que la terre elle a une bouche, que la bouche elle s'est ouverte. Et bien depuis, la bouche elle parle. Bah, hein? À la terre? C'est pas mal sci-fi aussi. Excuse-moi, hein? Quoi? C'est pas mal science-fiction aussi, quoi. Oui, mais la différence, c'est que c'est marqué noir sur blanc. Il y a marqué noir sur blanc dans la Torah que la terre, elle a une bouche et qu'elle a ouvert sa bouche. Cette bouche, fallait qu'elle maintenant, elle ait une utilité, fallait qu'elle ait un... Je sais pas, on me raconte, il y a un Mora qui raconte, qui passe devant et il entend parler. Enfin, moi j'arrive pas à envisager qu'il y a encore des hommes vivants là-dessous qui continuent à parler. À la limite, j'aurais préféré que tu me dises autre chose. C'est que c'est ni ça, ni ça. J'aurais préféré qu'on me dise, et ça, c'est une explication qui est rapportée, qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est tellement fort que ça résonne encore. Vous voyez? Qu'en fait, un son, contrairement à ce qu'on croit, il ne disparaît pas. Et qu'en fait, le Kiddush Hashem, c'est-à-dire le dévoilement de ce qui s'est passé à travers Korach, eh bien, si vous allez sur place, ben, vous le voyez encore. Tu vois? Et d'après cette explication, en fait, quand la terre s'est ouverte, Korach à ce moment-là, qui n'était pas un rachat, au fond, il a dit « Ah, je me suis trompé, Moshe Emet Vetorato Emet ». Et ce Moshe Emet Vetorato Emet, il retentit
jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est audible? Est-ce qu'il est palpable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est perceptible. D'accord? Ça, c'est encore une autre explication. Ou alors, dans la science-fiction, il y a la tienne d'explication, ou la mienne, ben c'est la bouche, une bouche. Ça parle. En fait, mes chers amis, ça fait quoi une bouche? Ça mange et ça parle. Et bien, la bouche de la terre, elle a mangé et elle a parlé. Non? Moi, c'est l'explication que je vous propose. Ça veut dire quoi, la bria d'Hachem? Ah, la bouche, elle existait déjà. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, elle n'a ni parlé ni mangé. Et bien, ce jour-là, hein, elle s'est nourrie et elle a parlé. Elle s'est nourrie. Ah, mais de quoi vous me parlez? La terre, elle n'a pas besoin de se nourrir. Et moi, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que ce que la bouche exprime. Vous savez quoi? Si j'avais des sceptiques dans la salle, vous, ça va, mais si j'avais des sceptiques dans la salle qui me diraient, mais enfin, on n'a jamais vu la bouche une terre qui a une bouche, et encore moins qui parle, arrêtez vos élucubrations. Je leur dirais, ok, excusez-moi, on remplace le mot parler par le mot s'exprimer. Vous comprenez? Maintenant, on peut s'exprimer de plein de façons. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, que Moshe attend d'Hachem qu'il crée quelque chose? C'est-à-dire qu'il attend qu'il y ait une nouvelle manifestation de la nature qui exprime une chose, que cette chose elle soit claire et définitive. Quoi? Que c'est Hachem que choisit Moshe. Alors Hachem, il dit pas de problème. On va faire comme si la terre elle avait une bouche. Cette bouche-là, elle va avaler. Vous mangez, n'est-ce pas? Pourquoi vous mangez? Pour vivre. Et bien la terre, pareil. À partir du moment où elle s'est nourrie de Korach, ça a été ce qui lui permet d'exprimer ce fameux Kiddush Hashem qui s'appelle Moshe Emet Vetorato Emet. Voilà de quoi la terre elle se nourrit. Ok? Et même, je peux même pour vous dire autre chose, c'est que dans la paracha de la semaine dernière, les Meraglim reviennent en disant, vous savez ce qu'il y a en Israël? Il y a une terre qui mange ses habitants. Ah bon? Elle mange ses habitants, la terre. Pourquoi la Torah, elle rapporte une phrase aussi ridicule? Elle n'est pas ridicule. C'est vrai, la terre, elle se nourrit. Alors là-bas, ce n'est pas une bouche qui s'est ouverte, on a creusé des tombes, mais la terre, elle se nourrit. De quoi elle se nourrit, la terre? Elle se nourrit de ce qui lui permet d'exprimer ce qu'elle est censée exprimer. Dans le cas de Shelach Lecha, c'est notre histoire. Enfin, c'est le même thème, mais différemment. Ici, les choses sont claires. La terre, elle va exprimer dorénavant et pour toujours que Moshe Emet Vetorato Emet. D'accord? Et en fait, mes chers amis, c'est à ça que sert la bouche. La bouche, rappelez-vous, lorsque Hachem crée l'homme, il souffle dans son nez, et la Torah, elle dit que l'homme, il est devenu Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? Explication des Ramim, Ruach Memalela, la capacité de s'exprimer. Ça veut dire quoi? La vie, c'est quoi? La vie, c'est une expression. Ça veut dire que plus on exprime, plus on vit. C'est vrai. Vous avez déjà passé du temps avec des gens qui ne parlent pas? Il y a des gens qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Je me rappelle, mes parents, ils avaient des amis. Et un jour, ces amis, ils m'avaient pris en voiture. On avait fait un voyage de, je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Pendant 2 ou 3 heures, il y avait toute la famille. C'était 4 personnes. 2 ou 3 heures. Pas un mot. Pas un mot. C'est pas possible. Moi, j'ai fait devenir fou chez nous. Je sais pas, on a été habitués un peu différemment, quoi. Hein. Peut-être à l'extrême aussi, de l'autre côté. Mais dans la vie, parler, c'est vivre. Parler, c'est exprimer des choses. C'est exprimer des choses. C'est important de parler. Je ne dis pas de dire n'importe quoi et de parler tout le temps, mais l'expression. En fait, c'est quoi la bouche? Voilà ce que les Rabbins m'expliquent. La bouche, c'est un organe qui permet de recevoir ce qui fait vivre, la nourriture, et qui permet d'exprimer ce que c'est que la vie. Et c'est la relation qui est entre la nourriture et la parole. Et c'est la raison pour laquelle nous, on parle à l'aliment, on lui fait une bracha. Avant et après. Pour bien exprimer que, justement, tout ça, c'est une question de vitalité, de chaim. Un nefesh chaya. Alors voilà, je ne vais pas vous dire que la terre, elle est vivante. Ok? Mais je vais juste vous rappeler que si l'homme vit, il ne faut pas oublier qu'il vient de la terre. Et que finalement, l'ensemble de la création
trouve son sens dans l'expression de la grandeur d'Hachem, et que tous les éléments, à un moment ou à un autre de leur histoire, ils vont devoir exprimer à leur tour, quoi? L'existence d'Hachem. Ce jour-là, c'est la terre. La terre va avaler et elle va exprimer. Et ce qu'elle a exprimé, je ne sais pas si elle le répète. On peut dire qu'elle le répète à l'infini, peut-être. Ou on peut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en le disant une fois, ça va retentir pour toujours. C'est dit. Vous voyez? Il y a des choses dans la vie, une fois qu'on les a dites, pas besoin d'y revenir. Et si des fois, on vous demande de répéter certaines choses, ne vous en prenez pas à ceux qui veulent constamment qu'on leur répète, c'est qu'apparemment on l'a mal dit. Mon père, il racontait une histoire très rapide, il disait qu'il y avait une femme qui reprochait à son mari de ne pas lui dire assez qu'il l'aimait. Alors le mari ne comprenait pas ce qu'elle lui voulait, alors elle lui dit, mais c'est très simple, si tu m'aimes, dis-moi-le. Alors il lui a dit, le. C'est pas étonnant qu'elle soit pas rassasiée. D'accord? Quand dans la vie, les choses, il faut qu'elles soient dites correctement. Et c'est ça la relation qui est entre ce que la terre, elle avale, et ce que la terre, elle... Vous voyez, si vous voulez, ce qu'elle reçoit et ce qu'elle donne. Ce qui rentre en elle et ce qui sort d'elle. Voilà pourquoi l'aliment, dans la Torah, c'est kadosh. Parce qu'en fonction de ce qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Et je ne sais pas si vous connaissez cette Gemara qui dit que quelqu'un qui mange un aliment qui n'est pas cachère, quelles sont les conséquences? L'aliment pas cachère, il est métamtem et talev. C'est quoi métamtem et talev? La Gemara, elle explique. Elle dit, ça bouche le cœur dans le sens de la compréhension de l'homme. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas comprendre s'il ne fait pas attention à ce qu'il mange. Et dans le monde de l'étude de la Torah, des yeshivot, etc., souvent on dit, il y a quelque chose que... J'arrive pas à comprendre ce que dit Rashi, ce que dit Tosfot, ce que dit la Gemara. J'ai dû manger quelque chose que je n'aurais pas dû manger. C'est donc bien pour expliquer que ce qui rentre et ce qui sort ont une relation. Et c'est exactement la bria dont parle Moshe Rabbeinu. Moi, j'ai rien à dire. Vous savez quoi? C'est la terre qui va le dire. Et pour le dire, il va falloir qu'elle ingurgite et après elle pourra exprimer. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'ambiguïté. Ok? Et les autres 250 personnes, eux, ils vont être dévorés par le feu. Ok? Eux, on n'a pas besoin. C'est autre chose. Eux, c'est autre chose. Je rajoute un petit quelque chose qui me vient à l'esprit à l'instant. Il y en a 250 qui sont morts brûlés. Ok? Qu'est-ce qui est pire? Mourir avalé par la terre ou mourir brûlé? Je ne vous demande pas de choisir, Chas Shalom. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Un jour, je vous avais expliqué que lorsque Abraham il dit à Hachem, va nourrir Afar, va Efer. Un jour, Abraham il dit à Hachem, moi je suis cendre et poussière. Les Khamim me demandent, c'est-à-dire quoi cendre et poussière? Et je vous avais rapporté cette explication qui dit que la cendre symbolise ce qui a été, mais qui n'est plus. C'est la cendre, c'est un passé, mais qui n'a plus d'avenir. Alors que la poussière, c'est quoi? C'est quoi la terre? La terre, c'est rien, mais ça peut le devenir. Dans la terre, les choses peuvent pousser. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que Korach, lui, il est avalé par la terre. Un petit peu comme une graine qui peut donner naissance à de la végétation. Donc ça veut dire comme ça que, moi aussi, quand je plante une graine dans la terre, elle va quoi? Elle va évacuer quelque chose, elle va exprimer quelque chose, à travers ce qui va pousser, ce qui va sortir d'elle. Et bien c'est tout le thème de Korach. Et on voit de là que Korach, c'est vraiment pas n'importe qui. Korach, je vous rappelle qu'il a quand même une paracha à son nom. Pas le seul, il y a Bilam aussi, il y a des noms pas très glorieux, qui ont des parachutes à leur nom. Mais l'histoire de Korach, c'est une histoire incroyable. Elle est particulière, l'histoire de Korach. Korach, il a été avalé, depuis, grâce à ça, retentit dans le monde, quelque part, une voix qui dit « Moshe Emet Vetorato Emet ». Mais il a été avalé parce qu'en fait, il faisait de l'ombre à Moshe Rabbeinu. Non, les raisons, on les a expliquées, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train d'excuser le comportement de Korach. T'as raison, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on voit que Moshe tellement est
C'est une bonne question. Je pense qu'ils ne sont pas atteints de la même manière. Moshe Rabbeinu, indéniablement, il est en première ligne. C'est lui comment dire, le, La prière avec Luna et la direction du peuple. Tu as donné la explique à ta question. Le repos, j'ai dû avoir donné à Aaron pour le et ça ne suffisait pas d'être choisi. Non, c'est Moshe qui dit à Korach, non? Non, c'est pas qu'il est Vaïkal, j'avais moi, les Emra Lachem, Kodak, Kohen, Kedoshim, Torah, Machem, Mazouek, Kalachem. Là, on ne parle pas de Keuna. Non. Vayomer Moshe El Korach. Shimuna. Bene Levi. Amead, Mikem, qui dit Hachem, Loki Israël, Ad Israël, la Krem Etrem Elav. Genre, à part que Hachem, il vous a. C'est peu, quoi, qu'Hachem, il vous ait séparé du peuple juif pour que vous rapprochiez de lui. La Avod, Avodah Mishkan Hachem, Vela Amod, Ifne Aeda de Charitam. En d'autres termes, ça ne vous suffit pas d'être Lévi. D'accord? Vayakrev et Otra, Ve'et Kol Achecha Bene Levi. Itar, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, il vous a rapproché. Ubi Kashtem Gam Keuna. Et vous voulez aussi la Keuna. Qui c'est qui parle? C'est Moshe qui parle à Korach. Non, mais c'est vrai que la fondation de Korach, c'est pourquoi il n'a pas reçu la Keuna Gdola. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, Moshe il dit Ve Aaron Maou Kitaïnou Allah. Avec ce que vous voulez, Aaron. Aaron, il fait ce qu'on lui a dit. Genre, Moshe il dit à la limite, moi, je veux bien. Tu peux dire que c'est moi qui ai décidé les choses. Mais Moshe, c'est Aaron, pourquoi tu t'en prends à lui? Lui, il fait ce que moi je lui dis. Voilà pourquoi Moshe il est plus exposé que Aaron. Bref. Alors. Les 250 qui ont suivi, Ouais. c'était pas forcément des gens qui se sont ralliés à sa cause parce qu'ils ont trouvé que sa cause était juste. C'est la Haïda de Korach. Alors, vous vous rappelez de cette Guémara qu'on a citée je ne sais combien de fois dans nos cours, de Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu qui montre recevoir la Torah, la Guémara dans Shabbat Daf Pechet, il monte pour recevoir la Torah, les Malachim ne veulent pas donner la Torah, ils disent à Hachem, pourquoi tu donnes la Torah? Qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là? Moshe Rabbeinu il répond, etc. Comment ça se termine? Vous vous rappelez comment ça se termine? On lui faire des cadeaux. Pourquoi ils vont lui faire des cadeaux? On peut leur donner une partie. Hein? Pour leur donner une partie. Très bien. Maintenant, vous vous rappelez que dans cette histoire, au début, Moshe ne veut pas répondre. N'est-ce pas? Il dit que quoi? Et eux? Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, je ne peux pas répondre aux Malachim. Hein, ils vont me brûler avec Hevel Piem. D'accord? Littéralement, avec le souffle de leur bouche, ils vont me brûler. D'accord? Ça veut dire quoi, ça? Ils ont une bouche, les Malachim? Et aussi, c'est comme la terre. Ils mangent quoi, eux? Non seulement ils ont une bouche, apparemment, mais ils ont même une haleine, quoi. Et un souffle. Intéressant. Pour le coup, on est sûr qu'ils s'expriment. Ah. Donc, qu'est-ce que la Gemara, en fait, elle veut nous dire? C'est pas qu'elle nous décrit physiquement comment sont constitués les Malachim. Non. Les Malachim, ils s'expriment. Ils ont une bouche pour s'exprimer. D'accord? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit, cette bouche? Qu'est-ce qu'elle dit, cette bouche? Regardez. Essayez de bien vous concentrer parce que vous l'avez la réponse, avec un tout petit peu de raisonnement. La terre, elle dit Moshe Emet, Vetorato Emet. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent les Malachim? Non, dans le contexte dans lequel Moshe il dit ils vont brûler avec leur bouche. Donc Moshe quoi?
Moshe n'est pas Emet. Il a fait. C'est-à-dire que la terre, elle dit Moshe Emet. Les Malachim, qu'est-ce qu'ils disent? Moshe, c'est le contraire du Emet. Où on voit que les Malachim disent ça? L'explication, c'est la suivante. Moshe, il a peur que les Malachim parlent, c'est-à-dire de ce que les Malachim vont exprimer, parce qu'il suffit de voir l'expression des Malachim pour que tout le monde comprenne que Moshe, lui, il est rien. Il est l'antithèse du Emet par rapport au Malach. J'explique. Par rapport à la terre, Moshe, il est l'Emet. Par rapport au Malach, Moshe, il est quoi? L'antithèse du Emet. C'est pas intéressant de comparer ces deux épisodes. D'un côté, la terre qui dit Moshe Emet. De l'autre côté, Moshe qui a très peur des Malachim. Il dit, mais moi, je peux pas leur parler. Il suffit qu'ils souffrent. Genre, quoi ils souffrent? Ce que leur bouche peut produire, même pas en parlant, sera une preuve absolue que moi, je suis quoi? Je suis pas Emet. Donc, je disparais, je brûle. Je suis plus rien. Ah non, Moshe, t'inquiète pas, attrape le trône d'Hachem et tu peux leur parler. Sans le trône d'Hachem, Moshe, il avait raison, l'argument était puissant. Vous voyez, c'est toujours une question de perspective, quoi. C'est quoi le Emet? Pour un malach, l'homme, c'est l'antithèse du Emet. Mais, finalement, dans le débat, qui va gagner? Moshe. Pourquoi? Pourquoi Moshe va gagner? Si lui, il est le contraire du Emet vu par les Malachim. Donc c'est les Malachim qui avaient raison. Comment c'est mystadère? Comment on peut dire d'un côté Moshe il a gagné et de l'autre côté eux c'est le Emet et par rapport à ce Emet lui c'est le Sheker. Une autre réalité, pourquoi il y a plusieurs Emet? Je veux bien qu'il y ait un Emet vu par la terre, un Emet vu par les Malachim, mais que les Malachim ils découvrent un nouveau Emet. Mais alors pourquoi celui-là, il avait peur de le dire avant? T'as raison, alors, mais depuis le début, il aurait dû leur dire. Mais si, il était sûr. Si, les arguments, il les avait. C'est pas en touchant le trône d'Hachem qu'il a trouvé les arguments. Non, le trône d'Hachem, il servait juste à affronter le malach. La réponse, elle se situe dans un autre texte que vous connaissez aussi, que je vais quand même vous rappeler. Dans le Midrash qui raconte qu'au moment où Hachem voulait créer l'homme, pareil, il s'adresse aux Malachim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un côté, on a le Emet et le Shalom qui ne veulent pas créer l'homme, qu'on crée l'homme. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a le Chesed et le Tzedek, et la justice. D'accord? Le Emet et le Shalom, ils disent l'homme, c'est l'antithèse de ce que moi je suis. C'est-à-dire que le Malach, dans ce contexte-là, ces fameux Malachim qui parlent avec Hachem, Malach, c'est beaucoup plus qu'un ange. Malach, c'est l'une des réalités du monde. C'est en ça que le Malach, il est Emet. Il y a un Malach qui s'appelle Shalom, parce que sans Shalom, il n'y a pas de monde. Il y a un Malach qui s'appelle Emet. Ce Malach-là, c'est pas le petit ange comme on l'imagine. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et ces deux notions, elles disent à Hachem, mais tu ne peux pas créer l'homme. L'homme, il va en sens inverse de la preuve que moi, j'incarne. Parce que ces malachim, ils incarnent des preuves. Le Emet, c'est pas juste un malach. Non, le malach du Emet, c'est la preuve incarnée par un malach que le Emet, il est indispensable au monde. Le Shalom, pareil. Le malach du Shalom, c'est la preuve incarnée par un malach que sans Shalom, il n'y a pas de monde. Donc ces deux valeurs-là, qu'est-ce qu'elles disent à Hachem? Tu ne peux pas permettre de créer l'homme. Bon, ok. Et les deux autres, ils disent non, au contraire, c'est bien. L'homme, il adore le chesed, c'est parfait. Ça va dans le sens des choses. Le tzedek, pareil. Et Hachem, il fait quoi à la fin? Et qu'est-ce qu'il fait? Précis. Le Midrash raconte, il dit, pendant que les malachim ils discutent, Hachem, il prend le Emet et il le jette par terre. Comme dit le texte, Tehilim 85, si je ne me trompe pas, Emet, mais Eretz Titzmach. En fait, Hachem, il prend le Emet, il le jette par terre, et il dit, on va voir. On va voir d'où vient le Emet. En fait, le Emet, il vient de la terre. Donc, je le jette par terre, et il va émerger, pousser,
paradoxalement, toi tu disais que l'homme il ne pouvait pas incarner le Hémet, mais moi je vais te montrer que le Hémet, il va, c'est ça, 85, Hémet, mais Eret, Titzmar, Vetzedek, Mishamaim, Mishkaf, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il a jeté ces notions sur la terre, et elles vont pousser de la terre. D'accord? Alors là, on observe quelque chose de nouveau. Là, c'est plus la bouche, la terre cavale, et qui réexprime. Là, on assiste à autre chose. On assiste au fait que, en fait, pourquoi Hachem y jette le Hémet sur la terre? Vous pouvez pas gentiment expliquer au Hémet? Si, il faut l'homme, parce que l'homme, justement quoi d'ailleurs? Il n'a pas raison, le Hémet? Il a raison, le Hémet. Pourquoi créer l'homme? L'homme, il va en sens inverse du Hémet. L'homme, c'est un menteur. L'homme, il se définit par rapport à une certaine apparence. L'homme, il a tendance à cacher ce qu'il est. C'est vrai, non? Franchement. Vous aimeriez, vous, que quelqu'un sache tout ce que vous êtes? J'y crois pas. J'y crois pas, ça n'existe pas. On ne peut pas tout dévoiler, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le cache. Donc, c'est l'antithèse du Hémet. Alors ça, Hachem, il ne pouvait pas l'expliquer, il ne pouvait pas discuter avec le Hémet. Pourquoi il le jette par terre? Ok? On va répondre dans un instant. Comment? Il lui fait la même chose, en fait. C'est pas dit avec les mêmes mots. Chesed ve'emet nivkashu, tzedek ve'shalom nashaku. Donc il y a une rencontre entre les quatre éléments. Emet me'eret itzmar, ve'tzedek mishamim mishkaf, gam hashem tov. D'accord? On va se concentrer sur le Emet, parce que le Emet, c'est dit de façon claire. Ok? Ça veut dire quoi que le Emet de la terre, c'est que Moshe émet. Ok? Donc par rapport à la terre, Moshe il est Emet. Et par rapport au Malar, Moshe il est quoi? Il est Sheker. Ça veut dire quoi? Je comprends plus, Moshe il est Emet ou il est Sheker? Ça veut dire quoi, c'est pendant ce passe? Puis on va un peu plus loin dans ce raisonnement. On va dire quelque chose de terrible. C'est-à-dire que si tu définis le Hémet comme une valeur relative, ok, alors il n'existe plus dans le monde de valeur absolue. Que ce soit bien clair. La seule valeur éventuellement absolue, c'est le Hémet. Mais on va voir. On va définir ce que c'est qu'une valeur absolue. Vous vous rappelez que, quels sont les arguments que Korach oppose à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit comme exemple? La question, c'est ce qu'on a besoin de toi. Vous vous rappelez les deux exemples qu'il lui dit? Très bien. Première question, il lui dit, si j'ai une maison qui est pleine de Sfarim, de Torah, j'ai besoin de mettre une mezouza à l'entrée. Il y a 150 schémas dans la salle, il en faut encore un à la porte. Deuxième question, si un talit est tout bleu, il y a besoin d'un fil bleu. Je vous pose la question, il y a besoin ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez là la semaine dernière, pratiquement tous. Alors il y a besoin ou pas? Ne me décevez pas, hein. Alors imaginons que j'ai un talit bleu. Alors je vous dis la halakha. La halakha, il faut mettre un fil bleu. D'accord? Mais c'est quoi le problème? C'est quoi la question de Korach? Pas la réponse. La réponse est claire, il faut mettre le fil bleu. C'est quoi la question de Korach? Si le talit il est bleu, alors quoi? Ah, et alors? S'il n'y a pas de contraste, alors quoi? Non, on est dans le bleu pour l'instant, on n'est pas dans la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Voilà, le bleu, il ne sera pas vraiment bleu. Comment? Il ne ressort pas. Ok? La question de Korach, c'est quoi, mes chers amis? Elle est énormissime, la question de Korach.
La question de Korach, c'est la suivante. Le Hémet, pour être défini, a-t-il besoin de Sheker ou pas? Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'aime pas condamner Korach? Parce que je ne sais pas si on est capable de répondre à sa question. Parce que la question qu'il soulève, c'est une vraie question. Finalement, un monde de Hémet serait-il un monde dans lequel on pourrait percevoir le Hémet? Peut-être que notre seule chance de percevoir le Hémet, un peu de Hémet, c'est parce qu'il y a plein de Sheker. C'est la question de Korach. Et c'est quoi la réponse de Moshe? Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Si Moshe il est là, c'est que quoi? C'est que la question de Korach, elle n'est pas bonne. Et lui dit non. Non, ta question est... Enfin, c'est une question, mais je suis désolé de te décevoir. Même si tout le talit est bleu, il faut rajouter un fil bleu. Ah, ça veut dire quoi? On ne peut pas se permettre de définir quelque chose de Hémet que parce qu'il est opposé à un Sheker. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. Et après, on va le retranscrire de façon un peu plus sérieuse. Quelle a été la réponse que vous avez le plus souvent utilisée, si jamais ça vous est arrivé, quand vous aviez une mauvaise note à une interro ou un examen, et que vos parents vous disaient « Ah bon, t'as eu que telle note ?» C'est quoi l'argument 1? Bravo. C'est classique. Moi, Dieu béni, j'ai plusieurs enfants. Je ne sais pas si je dois s'en passer la réponse, si c'est moi qui l'aurais dit. En tout cas, moi, j'ai utilisé, eux aussi. Tout le monde. Ben, papa, tu sais, toute la classe... Et là, qu'est-ce qu'ils répondent les parents? Par contre, les parents, ils s'en foutent pas des autres. Si tout le monde a une très bonne note... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, ce serait super confortable de pouvoir définir le Hémet par rapport à un fond, par rapport au Sheker. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu il est là? A-t-on vraiment besoin de Moshe Rabbeinu? Je repose la question que j'ai posée au début. Pourquoi Moshe est déstabilisé? Pourquoi il ne répond pas au Korach? Oh, ouais, il y a besoin de moi. Pourquoi? Parce que la question de Korach, c'est une vraie question. A-t-on besoin de Moshe Rabbeinu? Sous-entendu, Moshe Rabbeinu, finalement dans l'absolu, peut-être qu'il est Hémet que parce qu'il est dans le Hémet. Mais s'il y avait un Sheker, est-ce que Moshe Rabbeinu, il serait encore Hémet? Ou le contraire? Peut-être que par rapport à un Sheker, Moshe, il est Hémet. Mais s'il y avait que du Hémet autour de moi, je ne verrais plus le Hémet de Moshe Rabbeinu. Est-il une valeur absolue ou alors une valeur relative? Alors je pose la question à vous, mes chers amis. Le Hémet pour vous, c'est relatif ou c'est absolu? Hein? Absolu? D'ailleurs, entre les anges et la terre, la réponse est la même, puisque de leur vue à eux, c'est le même Hémet. Pour eux, le monde de Moshe, il n'est pas Hémet, alors que pour la terre, le monde de Moshe, il est Hémet. Pour eux, le monde de Moshe, il n'est pas Hémet. Alors, je te pose une question. Pourquoi la Torah, elle est venue dans le monde? C'est ça l'ambiguïté de la situation. C'est que, mes chers amis, rappelez-vous d'une chose. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est quoi l'argument qu'il oppose aux Malachim? C'est de leur dire, mais vous n'avez pas besoin de la Torah. Nous, on a besoin de la Torah. Regardez d'où on vient. Or, en disant cette phrase, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit que finalement, dans le monde, on a besoin de valeurs par rapport à ce qu'on est. Moi, j'ai un père, donc la Torah, il faut qu'elle me dise comment je dois le respecter. Moi, je suis sorti d'Égypte, donc lorsque Hachem dit « je vous ai fait sortir d'Égypte », c'est à moi qui parle. Pourquoi? Parce que le message d'Hachem prend son sens parce que je suis sorti d'Égypte. Or, sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est un Hémet qui sort d'un Sheker. C'est quoi le peuple juif? Pourquoi le peuple juif il est né en sortant d'Égypte? Il ne pouvait pas naître sans Égypte. Le peuple juif, il est ce qu'on a extrait d'un monde qui lui est opposé. Alors Hachem il dit Ani Hachem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim.
C'est-à-dire ce contraste-là fait que je suis Hachem. Hein, ce qui veut dire, mes amis, que la question de Korach, le Vikouar qu'il y a entre Moshe et Korach, c'est une vraie discussion. Or, Moshe Rabbeinu, il connaît cette situation parce qu'il a déjà vécu. Quand les Malachim l'ont dit, pourquoi tu es là, hein, il a dit, Hachem, je ne peux pas leur répondre, ils vont me brûler. Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Non, non. Émettre sur émettre, tu risques rien. Accroche-toi à mon trône. Et là, tout d'un coup, quoi? Il n'y a plus de contraste. Il n'y a plus de contraste. Mais l'argument de Moshe Rabbeinu, c'était de dire quoi? Que pour vous, les Malachim, le contraste n'existe pas. Mais pour nous, les hommes, le contraste, il existe. Et on en a besoin pour que les choses émergent. Pourquoi est-ce que Hachem, il a jeté le Hémet dans le monde, sur terre, quand le Hémet disait non, non, hein, il ne faut pas créer l'homme? Parce qu'il a voulu que le Hémet comprenne que dans le monde tel que Hachem le concevait, il fallait le jeter dans la terre pour que la terre elle puisse donner naissance au Hémet. Il fallait opposer une chose à son contraire pour que tout d'un coup la chose puisse vraiment exister. Donc en fait, qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu à Korach? Il dit, mais précisément, mon cher Korach, toi tu crois que tout le peuple juif est tzaddik, et donc du coup, moi, j'ai pas de rôle. Alors Hachem, Moshe dit à Hachem, regarde, si tu fais une nouvelle création, c'est quoi une nouvelle création? C'est-à-dire que tu montres que finalement le monde il est à un certain niveau, et qu'à ce niveau du monde, on ne voit pas très bien la différence qu'il y a entre le Hémet et le Sheker. Mais si tu fais quelque chose qui va bien prouver qu'est-ce qui est Hémet et qu'est-ce qui est Sheker, il n'y aura plus de questions. Et ce qui est dramatique, mes chers amis, et moi c'est ça que je retiens de toute l'histoire de Korach, c'est que on apprend de l'enchaînement des choses, la question de Korach qui mérite d'être posée, Moshe qui quelque part paraît un peu désemparé. La réponse d'Hachem, oui c'est toi que j'ai choisi, il lui dit à Moshe. Mais Hachem dit non, il faut quelque chose d'extraordinaire pour que je puisse convaincre le peuple juif, pour qu'ils aient la preuve que c'est moi que tu as choisi. Alors Hachem il va créer quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que constamment, le Hémet, il émerge de ce qui lui est contraire. Vous m'avez demandé tout à l'heure, et le shalom? Pas une question. Pas une question. Est-ce que le shalom peut exister s'il n'y a jamais de bagarre? Par exemple, imaginez, voilà, un couple, ils font connaissance, puis petit à petit ils tombent amoureux, et puis ils se marient, et puis ils sont mariés, et puis tout va pour le mieux, mais il y a un problème, ils ne se sont jamais disputés. Il y a shalom bayit chez eux ou pas? Attendez, c'est très philosophique comme question. Hein. Ou alors non, il n'y a que le jour où on a rencontré une confrontation, qu'on a réussi à résoudre, que là on peut dire ah oui, là il y a du shalom. C'est une vraie question. Ne répondez pas trop vite. Vous comprenez? Vous comprenez le poids de cette question? C'est la question que je te pose. Je n'ai pas répondu. Et je me garderai bien de répondre. Parce que je ne suis pas sûr de la réponse. J'aimerais vous dire non, le shalom, c'est une valeur absolue. Mais je ne suis pas sûr du tout. Toi, tu t'es déjà disputé avec ta fiancée? Non? Bon, tu peux me parler. Mais peut-être que le jour où tu vas disputer, parce que je pense que ça va venir, hein, je ne veux pas faire le truc, mais... Faut pas dire ça. Non, c'est vrai, faut pas dire ça. Parce que si ça arrive, et qu'avant que ça n'arrive, vous dites Razvé Shalom, ça va être un drame. Mais si vous dites, ok, ça peut arriver, c'est pas grave. La fin, ça peut renforcer le shalom. C'est pas renforcé. Peut-être que là, tu vas te comprendre que c'est ça le shalom. Pour moi, il est là. Je veux dire, c'est le principe. Je suis pas le principe de Nassé Benishma. On fait des lois qu'on ne fait pas forcément, mais on se les impose néanmoins. C'est-à-dire qu'on fait rentrer la Torah, on fait rentrer donc le shalom. Quoi la kavod? Pas ça le shalom. C'est pas ça le shalom. Pas ça le shalom. Aaron à Cohen, il était Oef Shalom, Virodef Shalom. Qu'est-ce qu'il faisait pour le shalom, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il faisait? Mentir. Comment on peut mentir pour le shalom? C'est pas possible. Si. Presque, parce que s'il n'y a pas de mensonge. Presque, vous voyez? C'est terrible de dire cette phrase, mais en même temps, il n'y a pas plus humain comme phrase.
Il n'y a pas plus humain. C'est vrai. Hein, donc peut-être qu'on pourrait considérer que le shalom n'existe que parce que le contraire existe. Parce que imaginez, maintenant je vais plus loin, d'accord, imaginez que la dispute n'existe pas. On ne ferait pas d'effort. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, pas se disputer, c'est bien. Mais ça demande des efforts quand même. Même dans les couples qui disputent, c'est presque tous, quoi, ok, il y a des moments où on n'a pas envie de se disputer, on fait des efforts, on prend sur soi. Ou alors pour résoudre un conflit, on prend sur soi. Peut-être que c'est ça le shalom, peut-être que le shalom, c'est cette dynamique-là. Et non pas un méta, aussi béni soit-il, qui s'est imposé de lui-même. Eh bien, c'est ça. Emet meret itzmach. C'est que dans le monde dans lequel nous vivons, les choses n'apparaissent que parce qu'elles émergent, et la plupart du temps de leur contraire. Et en fait, cette leçon-là, Moshe, il la reçoit le jour où il est dans le ciel. Et le jour où il a peur que les anges, littéralement, le consument sur place, Hachem lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est ça ton émet à toi. Ne crois pas que toi, tu es Sheker et qu'eux, ils sont émet. Non. Eux, ils ont un émet absolu. C'est les malachim, mais on n'est pas dans cette dimension. Mais sur Terre, le émet, il n'est pas absolu, alors. Il est par rapport à un Sheker. Heureusement. Ça voudrait dire, parce que sinon, ça voudrait dire que quand il y a du Sheker, il n'y a plus de émet. Et moi, je viens vous dire non. Quand il y a du Sheker, on est en attente du émet qui va surgir de ce Sheker. Et je ne sais pas à quel exemple je pourrais vous donner, mais on a peut-être tous, un jour ou l'autre, connu des situations où on avait l'impression qu'on était tout dans le faux complet. On était dans une vraie erreur d'appréciation, de jugement, et puis tout d'un coup, si justement c'est l'erreur, tout d'un coup qui nous fait réaliser que, il y a du émet. Et alors on va littéralement se réfugier dans ce émet-là, et puis on va changer complètement la tendance. Ok? Et c'est ça la bria que Hachem a créée à ce moment-là. C'est une bouche qui avale pour enfin exprimer ce qu'elle avait exprimé. Ça aurait pas été plus beau une histoire dans laquelle Korach a fait teshuva? Ouais. Si Korach avait fait teshuva, en passant à l'endroit où ça s'est passé, on ne pourrait pas entendre Moshe Emet Vetorah Emet. Ou oui ou non. Mais l'entendre, on ne pourrait pas. Le problème, c'est que maintenant, finalement, la question de Korach, que l'intention avec laquelle il a posé cette question. T'as raison. La faute de Korach, elle se situe ailleurs. On n'a pas expliqué la faute de Korach. Il a fauté Korach, indéniablement. La preuve, c'est ce qu'il va prendre, quoi. Et on ne peut pas dire qu'on a été tendre avec lui. Mais on accepte l'idée que c'était pas une mauvaise question. Absolument. Donc c'était émettre. Mais si ça avait été une mauvaise question, je pense même pas qu'on nous l'aurait raconté, quoi. C'est-à-dire, ça aurait été encore une erreur, quoi. Mais il y a bien une intention litigieuse. Voilà. Auquel cas, donc, il retire finalement ce qui constitue le émettre principalement. Dans son argumentation, ouais. Ouais, c'est-à-dire quelque chose de chaleur, en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la dispute, elle n'a rien de dramatique. Pourquoi? Parce que la dispute, c'est pas pour exister et que l'autre n'existe pas. Le plus souvent, une bonne dispute, justement de laquelle émerge un shalom, et émerge un émet, c'est quoi? C'est quand on n'est pas d'accord, parce qu'on a une raison de ne pas être d'accord. Alors évidemment, la même dispute chez un couple raisonnable et chez un couple qui fait n'importe quoi, ça va dégénérer dans le deuxième cas. Et on va la vider de tout son émet. Mais quand on entend Beth Shammai et Beth Hillel qui se disputaient, je vous avais raconté qu'il y a un livre qui s'appelle Torah Tabaït. Il y a un livre qui s'appelle Torah Tabaït qui n'a rien à voir avec les lois liées à la maison, qui a été écrit par le Rashba. Le Rashba, c'est un grand maître du Moyen-Âge, un contemporain de tous les Rishonim, de Tosfot, etc. C'est un géant. Et le Rashba, donc il parle, c'est un livre de Halachot, et je ne sais plus qui est un de ses antagonistes. C'est-à-dire que dans le Torah Tabaï, dans toutes les éditions, il y a, comme la Gemara, autour il y a des commentaires, il y a un commentaire, c'est toujours le même. Si vous saviez comment il parle du Rashba, c'est-à-dire que c'est ou vous rigolez ou vous pleurez. Genre, sûrement qu'il devait dormir en disant ça, parce qu'en étant réveillé, même un petit bébé, il ne dirait pas une bêtise comme celle-là, il le massacre. D'accord? Il ne s'aimait pas. Mais chacun, il est tellement dans son émet. Alors, il avait une certaine façon de s'exprimer. Mais il n'y a jamais un mot qui est dégradant pour le Rashba.
Il y avait comme ça, il y avait un rave qui s'appelait le Peni Yoshua. Pareil, c'est un commentaire sur la Gemara. Et il avait écrit son livre. Et un jour, il rencontre un rave, je ne sais plus lequel, avec un landau. Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais avec un landau? Il dit, regarde, il ouvre et il voit son livre à lui, le Peni Yoshua, dans le landau. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec mon livre dans l'eau? Il dit, ton livre, il n'y a qu'un bébé qui a pu l'écrire. Est-ce qu'on appelle ça une dispute? Ah, ça s'appelle une discussion, ça s'appelle un désaccord. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est qu'un monde idéal, c'est un monde sans désaccord. Alors là, non, je suis pas. Ah voilà, donc tu vas discuter. Ah, c'est ça. Ah, mais une dispute, c'est pas de s'envoyer des méchancetés au visage, évidemment. Ah voilà, là, c'est méchant. Mais ça peut arriver. Ça aussi, ça peut arriver, tu vois, c'est pas grave. Ah, ok, c'est Imagine que maintenant on discute dans le cours, et puis tu me lâches pas, tu insistes, ou non, je m'énerve, je dis arrête avec tes questions idiotes. Chas de shalom, non? Ah. Mais imagine, eh ben quoi? Eh ben quoi? Moi, je vous ai raconté plusieurs fois, j'avais un rave, c'était le champion des compliments. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand on étudiait la Gemara, quand on disait quelque chose qui était à propos, ou une bonne question, une bonne réponse, il nous disait des phrases, genre vraiment, on se prenait pour des géants, quoi. Mais par contre, quand on disait des bêtises, c'est-à-dire qu'il nous massacrait, quoi. Il nous regardait, il nous disait, genre presque il avait de la peine pour nous. Mais il le disait avec des mots, genre, mais vraiment, t'es nul, quoi. Mais gentiment. Mais il le disait, il exprimait, quoi. Il disait, mais comment tu peux dire une chose pareille, quoi? Ah, évidemment que c'est pas ça une bagarre. Je parle pas de bagarre, ok? Et même dans un conflit, on doit faire attention à ce qu'on dit. Mais dans le cas de Aaron, qui allait voir les couples et qui était prêt à mentir pour trouver le shalom, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, Aaron, qui incarnait le shalom, il allait le chercher dans l'antithèse du shalom. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Et cette leçon, elle a été donnée notamment au Hémet, le jour où elle a dit non, on ne peut pas créer l'homme. Ah, on ne peut pas créer l'homme. Je vais te montrer que c'est grâce à l'homme que tu vas devenir Hémet. Moshe Rabbeinu, il n'a pas de réponse à donner. Il n'y a pas de réponse logique à donner à Korach. Mais il dit Hachem, regarde, crée quelque chose. Et quoi créer quelque chose? Crée un contraste. Et que de ce contraste, la vérité apparaisse. Très bien. Alors la bouche s'ouvre, elle avale, et puis elle exprime. Et c'est définitif. Et c'est ça, Moshe Emet, Vetorato Emet. Le Teshuvah de Korach, ça n'aurait pas été aussi un contraste. Ça aurait pas- Ou finir toujours par une tragédie. Non, on n'est pas obligé de toujours faire une tragédie. Pas parce qu'on te raconte quelques tragédies que toute l'histoire termine en tragédie. Mais l'histoire de Korach, elle est ce qu'elle est parce qu'elle termine comme elle termine. Ça n'aurait pas été plus fort d'avoir une Teshuvah. Certainement pas. On t'en aurait même pas parlé. Parce que si on commence à te raconter tous les hommes qui ont fait Teshuvah dans la Torah, c'est pas à un moment qu'on lirait toute la Torah. Oui, mais ça, c'est tellement positif. Je vois pas. Tu peux, si tu veux, traduire l'histoire de Korach comme une histoire négative. Mais moi, je te dis l'inverse. C'est la suite. Il y a eu une histoire dramatique, mais la Torah est la positive. En plus, il a terminé en disant c'est lui qui a dit Torah Télémon. C'est lui qui l'a dit en mourant, c'est sûr. Lui, il l'a dit en mourant. C'est une sorte de tchouva de dire ça. Enfin, D'accord. De reconnaissance. Mais la Teshuvah, c'est censé arriver juste avant la mort. Là, c'est trop tard. Bien qu'il était encore vivant. Là, je vous l'accorde qu'il était encore vivant à ce moment-là. Ok? Mais encore une fois, ça n'aurait jamais eu le même impact. Et puis, on lui a donné des chances à Korach de faire Teshuvah. On lui a donné des chances avant que la terre ne l'avale. Ses enfants avaient fait Teshuvah, en effet. Ils avaient été avalés, mais comme on a vu justement, ce qui l'avait mené à ce stade-là de réflexion, c'est qu'il avait vu sa descendance. Et qu'il avait vu justement que voilà, son fils allait avoir une position de ça. Donc son fils a été rattrapé quand même d'avoir été avalé. Ouais, ce que dit le Midrash. Ouais, c'est dommage. D'accord. L'histoire de Korach est tellement vaste que j'en ai vraiment pris un tout petit point. Ouais, Khadak. Voilà, en tout cas, c'est juste pour vous montrer que Dafka, il ne faut pas prendre ça comme des histoires négatives. Il faut prendre ça comme des échecs de l'homme, mais malheureusement, des échecs, on en connaît tous. Là, c'est des grands hommes, ils connaissent des grands échecs. Mais la Torah, ce qu'elle fait, c'est que elle rend pas l'histoire négative. Elle nous explique qu'est-ce qui sort de cette histoire-là. Qu'est-ce qui sort de cette histoire-là? On a vu sur des Meraglim. Les Meraglim, c'est une histoire aussi, tu pourrais dire, elle est dramatique. C'est vrai. Et bien, de cette histoire naît Galout, et c'est malheureusement grâce à Galout qu'on découvre que c'est Eretz Israël. Qu'est-ce que je te dis? On est des humains.
Tout est dans le contraste, tout. Mais encore une fois, je vous le dis sans arrêt, c'est la première lettre de la Torah. Pourquoi c'est pas un Aleph que c'est un Bet? Parce que le Bet, c'est du contraste. Il y a l'alternative, toujours, toujours. Et malheureusement, c'est grâce à l'alternative que finalement la vraie définition apparaît. En malasot. Voilà pourquoi un homme a besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. Contraste. Alors, il y a deux maîtres, le maître sur terre qui est relatif et le maître des anges. Mais peut-être, mais celui du ciel, laisse-le de côté parce que de toute façon, tu sais même pas de quoi tu parles, ni toi, ni moi, ni personne. Mais apparemment, il y a un émettre des anges. Mais nous, sur terre, on a un émettre, celui qui émerge du Sheker. Et voilà pourquoi la Torah nous rappelle à l'ordre. Voilà pourquoi elle a besoin de nous donner autant de mitzvot. Pour dire attention, de ce que vous êtes, vous avez la possibilité d'élever le émettre. Et quand on dit que le maître sur terre il est relatif, ça veut dire qu'il est entre guillemets. Attention, il est relatif pas dans sa valeur. Il est différent de celui du ciel. Ça veut dire qu'il y a un émettre, c'est-à-dire quelque chose qui est plus vrai que du shekel. Par exemple, quand on dit que Noir, un des avis, il dit que. Parce qu'il était plus quali qu'Abraham ou moins quali qu'Abraham. Alors, c'est-à-dire que lui, il était émettre à son époque, mais dans l'absolu, peut-être qu'à une autre époque, ça aurait été Quelqu'un de normal, ouais. Ouais. Non, mais pour rapporter au émettre, c'est-à-dire que est-ce que notre émettre sur Terre, il est relatif Alors, au shekel? je répète ce que je t'ai dit. On ne pourra jamais savoir comment aurait été perçu le Hémet sur Terre s'il n'y avait eu que du Hémet. On ne sait pas. Non, mais c'est-à-dire que pour nous, est-ce qu'il y a, par exemple, la Torah, je sais pas, elle va donner une valeur qui doit être absolue, elle va nous dire il faut faire ça. Maintenant, dans le monde, il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires. Il y a des choses qui se mélangent et on ne sait pas. Parfois, il y a des deux priorités qui s'affrontent et qui sont même deux priorités de la Torah. Mais c'est pas parfois, mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons, tu ne peux pas faire abstraction du Sheker. Il est partout. Donc ta recherche du Hémet, elle est de cet environnement dans lequel le Sheker est omniprésent. Comment ça aurait été autrement? Je ne sais pas. C'est le monde des Malachim. Mais ne te casse pas la tête, ne te torture pas. Dans le monde des hommes, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y en a pas. N'essaie pas de savoir comment ça se passe ailleurs et comment ça aurait pu. Tu pourras jamais savoir. Tu pourras jamais savoir. Tu pourras jamais savoir ce qu'aurait été un homme s'il y avait eu que des hommes. Ou une femme s'il y avait eu que des femmes. Tu pourras jamais savoir qu'est-ce que ça aurait été une mitzvah s'il y avait que du bien dans le monde. Tu peux pas savoir. Tu pourras jamais savoir ce que ça veut dire avoir raison s'il n'y a personne contre toi. Tu peux pas savoir. Ça n'existe pas. Le monde, il a été créé de cette façon. Le monde, il a été créé. L'homme en tout cas, donc la perception des choses, le jour où Hachem il a pris le Hémet et il a jeté sur terre. Il dit voilà, je le mets dans l'antithèse et maintenant, on attend que le Hémet repousse. Le Hémet, c'est la meilleure option possible confrontée à une situation. La meilleure option possible. Tu peux le dire comme ça. Je pense pas que ce soit la seule définition, mais tu peux le dire comme ça. A priori, ça me dérange pas. Mais a priori, hein, peut-être en réfléchissant plus, je sais pas, mais a priori, oui. Voilà. Ça vaut à Dove.